On continue ce FPU Live. On va parler d'une opération qui est celle du bourg du Prêcheur en Martinique. Antoine Petitjean, vous êtes avec nous en duplex. Vous êtes architecte urbaniste à l'atelier Philippe Madec, l'atelier Philippe Madec qui est mandataire du projet. Et vous êtes également engagé dans le projet en nom propre. Vous pouvez nous présenter rapidement l'atelier Philippe Madec et l'équipe qui participe au projet? Oui, bon, l'atelier Philippe Madec, un atelier d'architecture et d'urbanisme qui est basé à Paris et à Rennes, et qui bien sûr est piloté par Philippe Madec depuis maintenant une bonne trentaine d'années. Et au sein de l'atelier, moi, je pilote plus précisément les projets urbains et les projets de territoire, et c'est dans ce cadre-là que j'ai été amené à travailler sur le sujet du prêcheur, avec une équipe pluridisciplinaire assez fournie, puisque entre autres, on a travaillé avec la paysagiste Laure Thierry, qui a eu un rôle capital dans cette étude sur tous les mois des deux précédentes années. Les sociologues et socio-anthropologues, on va dire, de Monono, qui est aussi un bureau d'études parisien, et puis des co-traitants locaux martiniquais, notamment Kant et Kant, qui est un bureau d'architecture qui nous a aidé notamment sur les questions paracycloniques et parasismiques, et un bureau d'études VRD, on va dire, d'aménagement qui s'appelle Ingefra. Avant de rentrer dans l'opération, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le territoire de la commune du Prêcheur, du coup, en Martinique? Euh, Quelle spécificité ce territoire? Alors, c'est un territoire très atypique et en même temps tout à fait révélateur du contexte antillais et on va dire des questions territoriales en milieu tropical. On est vraiment sur le flanc nord-ouest de la montagne Pelée. On est vraiment sur un confin, c'est-à-dire que on dit souvent ça, mais la route s'arrête au Prêcheur, c'est-à-dire qu'après on arrive sur une partie de territoire qui est complètement naturelle. Et donc on est sur un bourg qui longtemps a dépendu de la ville principale de Saint-Pierre et qui est donc posé sur le volcan et qui a été détruit à deux reprises durant le XXe siècle. Une première fois pendant la première grande éruption de la montagne Pelée en 1902 et ensuite dans les années 30 sur les éruptions secondaires. Donc on est vraiment sur un bourg d'assez grande superficie parce que c'est vraiment tout un pan de la montagne et le périmètre communal monte jusqu'au sommet de la montagne Pelée quasiment, mais qui comptabilise aujourd'hui uniquement à peu près 1500 habitants. D'accord, vous avez répondu à une commande de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique. Quel était son contenu? Sur quoi elle insistait, cette commande? C'est une commande qui est placée sous la maîtrise d'ouvrage de la ville, financée par l'État, donc par la DEAL, et qui a été initiée par le PUCA, porté par Emmanuel Durando et à l'époque par Mireille Guignard. C'est une commande assez spécifique qui s'appuie aussi sur des études amont, notamment portées par le DSA de l'école d'architecture de Marne-la-Vallée. Et l'intitulé exact, c'est une étude de maîtrise d'œuvre urbaine, paysagère et sociologique pour la conduite de la démarche expérimentale du prêcheur. Donc voilà, rien que l'intitulé vous donne un petit peu l'ambition. L'enjeu, c'était face à un territoire qui est soumis à un nombre assez incroyable de risques très radicaux, qui posent la question de simplement la capacité à maintenir une présence humaine sur ce territoire. Comment est-ce qu'on se dote d'outils de planification, mais au sens vraiment du processus, du plan guide, pas uniquement de la planification fonctionnelle ou technique. Comment est-ce qu'on dote d'une vision territoriale qui nous permette d'imaginer qu'une présence humaine peut perdurer sur ce territoire. Donc c'est une question même qui soulève des sujets presque philosophiques en termes d'aménagement, puisque tous les risques se rencontrent sur ce territoire. On dit souvent, plus sur la blague, que seul le risque d'avalanche épargne le prêcheur, mais c'est le cas. Et c'est à la fois un territoire qui est exposé à l'évolution du climat, enfin des risques qui sont directement corrélés à l'évolution du climat, notamment l'évolution du trait de côte, mais aussi à des risques spécifiques au contexte volcanique, puisqu'on est sur un territoire qui est exposé à ce qu'on appelle les lahars, c'est-à-dire des avalanches en fait de minerais volcaniques qui empruntent le lit principal de la rivière du Prêcheur notamment. Quelle méthodologie vous avez mis en place, vous avez mis en place pour proposer justement une stratégie de résilience? Alors, la méthode qu'on a proposée par rapport à ce sujet, qu'il fallait évidemment ne pas traiter sur un plan purement technique, mais bon, ça c'est vrai pour tous les projets urbains et territoriaux, mais en l'occurrence là, d'autant plus, c'était vraiment une méthode de présence sur le territoire et vraiment fondée sur
l'idée d'une participation citoyenne habitante très approfondie. On a même parlé de co-conception du projet et sous certains aspects, ça s'est avéré juste comme appellation, puisqu'on a vraiment travaillé en étroite collaboration avec l'ensemble des habitants. Sur une échelle d'un bourg quand même relativement petit, avec un nombre d'habitants assez limité, c'était relativement faisable, malgré la distance et les problèmes que ça représentait. Et ce qu'on a proposé aussi, c'était sur les 2 ans d'études initiaux qui étaient prévus, de resserrer un peu les temps d'études pour avoir une présence sur site facilitée sur 6-8 premiers mois d'études. Et c'est ce qu'on a fait avec une sorte de permanence, même si c'est pas réellement une permanence, mais une présence régulière d'une quinzaine de jours tous les 2 mois à peu près, qui nous a permis d'approfondir et de creuser la discussion avec les habitants à tous les niveaux du projet. Et par exemple, on a enclenché la discussion. Oui, pardon. Ouais, c'était un moyen d'associer les habitants au projet. C'est comme ça que vous y êtes pris du coup pour associer les Oui, habitants au projet. il fallait donner une visibilité à cette démarche. Il fallait donner aussi une permanence et une continuité dans la discussion avec tous les interlocuteurs que l'on pouvait avoir sur ce territoire. Ça veut dire évidemment les habitants, mais aussi les acteurs agricoles, puisque c'est un territoire très fertile. Et c'est aussi ce qui justifie le fait que les habitants veulent rester au prêcheur. Et donc, effectivement, il fallait de la présence, il fallait un temps d'écoute et suffisamment de disponibilité, en fait, pour que la parole habitante, mais aussi la parole des acteurs économiques de ce territoire, et principalement agricoles, et aussi les pêcheurs, puissent comment dire, nourrir l'approche territoriale. Et ça s'est vu à tous les niveaux. Donc, au niveau des logements, ça nous a permis, à l'invitation des habitants qui étaient volontaires, de pouvoir décrypter les différents modes d'habitat actuels sur le prêcheur. Et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça nous prendrait beaucoup trop de temps, mais on a redessiné, par exemple, des logements qui étaient des logements historiquement autoconstruits, donc conçus évidemment sans architecte et sans plan. Et ça nous a permis de déterminer une série de typologies de logements avec des invariants sur les usages, sur les espaces, sur les modes de relation et de voisinage, qui nous ont permis de nourrir ensuite le projet urbain et les différentes faisabilités architecturales qu'on a lancées. Ouais. En parallèle, on a aussi travaillé étroitement avec les agriculteurs, par exemple, et ça, c'était plus en lien avec le projet spatial et le projet de relocalisation des futurs logements, pour déterminer de manière assez fine quelles étaient les parcelles vraiment à préserver du point de vue agricole et quelles étaient les parcelles moins intéressantes, moins facilement irrigables, moins facilement mécanisables, sur lesquelles on pouvait imaginer un développement urbain. D'accord. Est-ce que c'était une manière de concilier les demandes, les attentes des habitants et les modes de vie avec le besoin quand même de limiter les risques et de limiter la vulnérabilité de la population? C'était une manière de concilier ces deux objectifs? Oui, on ne pouvait pas faire autrement en fait, je pense qu'un des enjeux principaux de cette étude, c'est quand même de transformer quelque chose qui se présente comme une somme de contraintes, c'est-à-dire la somme des risques qui s'abat sur un territoire assez petit et finalement fragile, y compris sur le plan démographique et économique, transformer ça en une dynamique positive de refondation, basiquement. Et c'est pas théorique ce que je vous dis, hein, c'est simplement de se dire on n'est pas exposé à des risques qui nous contraignent à devoir quitter un territoire, mais on se met en marche collectivement pour essayer de transformer notre façon d'habiter ce territoire pour pouvoir y rester. Et Et évidemment, ça marche uniquement dans une perspective plutôt d'incitation au changement, puisque par ailleurs, on n'a pas non plus, dans le cadre de cette étude, d'outils de maîtrise foncière, voire même d'outils économiques qui nous permettent de financer des opérations massives de relogement. Donc on est vraiment dans une perspective de dynamique d'incitation au changement. Et pour enclencher cette dynamique, vous avez proposé de produire un plan guide stratégique, donc qui permet de déterminer les grands enjeux dont on a parlé, mais aussi de construire une vision à long terme du territoire. Comment on construit une vision à long terme sur un territoire qui est soumis à des risques aussi forts? En changeant un petit peu nos repères, où effectivement, nous, quand on parle de moyen long terme sur les territoires métropolitains sur lesquels on a plus l'habitude de travailler, on peut engager le très long terme. Évidemment, sur l'arc antillais, il y a un risque majeur qui dépasse tous les autres, qui est le risque volcanique, qui pose un peu, comment dire, enfin, voilà, la perspective d'être sans risque sur ce territoire n'existe pas. Et c'est ce qu'on a raconté et c'est ce qu'on a essayé d'expliciter aussi au travers du projet. C'est-à-dire qu'on a mis en place des logiques d'aménagement
très sobre parce qu'on a aussi très peu de moyens en termes d'équipement, ne serait-ce que pour le raccordement viaire, le raccordement des réseaux, la question énergétique, la question de l'adduction et de l'assainissement. On était obligé d'être toujours sur des choses extrêmement frugales, extrêmement légères sur ce territoire, en ayant conscience que ce que l'on faisait, c'était de mettre en sécurité, plus en sécurité les habitants que ce qu'ils sont aujourd'hui, mais pas dans une sécurité absolue. C'est un territoire qui reste un territoire dangereux. On est sur une géologie extrêmement récente, puisque la géologie de ce territoire-là, c'est une géologie qui a une centaine d'années, puisqu'elle remonte à la dernière grande éruption de la montagne Pelée. Donc tout est très instable, le sol bouge, le niveau de la mer monte, le littoral disparaît, les rebords de mornes sont très instables, et on a ces lahars, donc ces coulées d'origine volcanique, qui menacent beaucoup d'habitations. Donc on est sur un territoire qui doit trouver sa résilience plutôt de manière relative et pas dans l'absolu. D'accord, vous nous en avez déjà un peu parlé. Est-ce que vous pouvez préciser la programmation du projet à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous avez prévu de construire et de mettre en place? Alors, une partie de notre mission, c'était déjà de déterminer quels étaient ses besoins. On n'avait pas de compétences de programmation à proprement parler, mais l'enjeu, c'était de réussir, à partir de la connaissance que l'État avait et la commune avait de ce territoire, de déterminer quels étaient les niveaux de relogement un peu prioritaires en fonction des différents risques. Et on a proposé une grille de lecture qui nous permettait de prioriser, en fait, en fonction de l'acuité et de la récurrence des risques, le nombre de foyers qu'il fallait reloger. Et quand même, par rapport au territoire, une des conclusions de notre étude, ça a été de dire qu'à peu près, et à terme, c'est-à-dire tout risque confondu, y compris ceux qui engagent plutôt le moyen terme, comme le montée du niveau enfin le retrait du trait de côte, il fallait reloger à peu près la moitié des habitants du prêcheur. Donc ça, c'était un volet qui a donné aussi lieu à un concours d'idées, on en parlera peut-être tout à l'heure, porté par le PUCA sur la conception de prototypes de logements dits résilients, et en parallèle, la mise en place d'équipements publics qui permettent aussi de doter ce territoire de plus de robustesse, et c'est le cas d'un équipement central qui est ce qu'on a appelé l'école refuge, c'est-à-dire la reconstruction du groupe scolaire actuel. Sur 1500 habitants, on a quand même 150 enfants qui sont scolarisés au prêcheur. Donc c'est une proportion assez élevée dans des locaux qui sont obsolètes et pas du tout aux normes parasismiques. Donc au titre du plan séisme, il fallait reconstruire cette école, mais au lieu de la reconstruire simplement comme un groupe scolaire, l'idée programmatique, c'était d'associer tout de suite une capacité de mutation de cet équipement en un équipement secours, c'est-à-dire unité de vie qui permet d'accueillir pendant une durée variant de 15 jours à un mois un nombre d'habitants qui seraient éventuellement touchés par une crise un peu majeure. D'accord. Voilà, donc ça fait partie des deux éléments un peu prioritaires au sein de cette vision territoriale sur lesquels on a travaillé. D'accord. Pour finir, j'aimerais un peu élargir. C'est un territoire qui fait face à des aléas extrêmement forts, des risques extrêmement forts. Vous nous en avez parlé, vous nous avez développé les les enjeux que ça sous-tend. Est-ce que sur les opérations d'aménagement en métropole, que vous menez par exemple en métropole, est-ce que on fait face quand même en quelque sorte aux mêmes enjeux, ou est-ce que au final c'est une opération qui est à part? C'est une opération qui est à part parce que l'acuité des risques qu'on constate est assez exceptionnelle sur le bourg du Prêcheur. Ce qui est intéressant par contre, et c'est ce qui a fait à mes yeux peut-être un des points forts de cette commande, c'était de se dire qu'on n'était pas uniquement dans une position de réaction ou sous une injonction de résilience qui voudrait dire que voilà, il faut s'en tirer et on y va à tout prix, mais plutôt dans une perspective d'acquisition de connaissances, étant entendu que notamment pour le maire, Marcelin Nadeau, le maire du Prêcheur, l'idée de l'étude sur le Prêcheur, c'était aussi finalement de se positionner en tant que territoire un petit peu au, au- à- comment dire, précurseur de cette manière, dans sa manière de se préparer à des évolutions climatiques qui vont entraîner des conditions de risque de plus en plus fortes sur les territoires. Et en ça, c'est intéressant. Alors, notre réponse, notamment par une approche par le paysage, qui était vraiment le paysage qui nous permettait de doter de résilience ce territoire, parce qu'il nous permet de stabiliser le cordon littoral, de stabiliser les rebords de mornes, de créer des microclimats habitables, confortables. Donc tout ça, enfin, voilà, c'est des choses qu'on peut retrouver dans beaucoup d'autres contextes et sur lesquels nous, on travaille en fait dans l'ensemble de nos projets urbains et territoriaux. Et même si comparaison n'est pas raison en l'occurrence,
notamment sur un projet francilien sur lequel on travaille depuis quelques années à l'atelier, comme l'écoquartier de Montévrain à Marne-la-Vallée. La question de placer les rythmes les logiques hydrauliques au cœur du projet urbain, la lecture des continuités d'espaces ouverts, des continuités agricoles, la capacité à rapprocher un potentiel de production agricole des bassins de vie, le fait de... voilà, ce sont des choses qui demandent un engagement significatif de la part des aménageurs d'ailleurs, hein, puisque notamment à Marne-la-Vallée, ça nous a conduit à proposer de retirer 20 hectares à l'urbanisation telle qu'elle était prévue initialement. Donc ce sont des concessions par rapport à des bilans d'opération qui sont assez importantes, mais qui posent les bases, selon nous, d'une résilience sur le moyen long terme de ce territoire. Et finalement, les questions que le bourg du prêcheur pose de manière relativement radicale sont des questions que je pense nous allons être amenés à traiter de manière assez systématique dans les années à venir, un peu à toutes les échelles de territoire. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Antoine Petitjean de nous avoir présenté l'opération du prêcheur en Martinique et d'avoir un petit peu élargi le sujet de la résilience. Restez avec nous, le forum des projets urbains live, ça continue.